Nous sommes ici dans la région de Tambacounda, précisément au kilomètre 499, on l'appelle PK 99, sur la voie des chemins de fer. Le chemin de fer qui part de Dakar à Koulikoro en passant par Kidira, Kaï jusqu'à Bamako. Alors, ce PK 499 a une particularité, c'est que on est dans une tranchée que traverse le chemin de fer. Une tranchée que vous voyez derrière moi, la hauteur de la pierre qui a été taillée, vous la voyez derrière moi. Et c'est cette pierre qui a été taillée dans le rocher, dans une montagne de rochers, pour pouvoir laisser passer le train. Alors, quel intérêt y a-t-il à venir ici pour faire ce petit reportage? Quel intérêt il peut y avoir à parler de ce chemin de fer à cet endroit précis? Et cet endroit précis est un symbole, une image qui parle d'elle-même, une image qui dit énormément de choses sur l'histoire du chemin de fer, Dakar-Niger, comme on l'appelle le DN, ou le Dakar-Koulikoro, si vous voulez, comme on disait nos grands-parents, c'est-à-dire que c'est la fin des rails à Koulikoro. Alors quel est l'intérêt à venir ici pour vous montrer cette image-là? Ce chemin de fer qui traverse cette tranchée. Et comment cette tranchée a été réalisée? C'est important. Mais l'intérêt est ailleurs. L'intérêt est ici et ailleurs également. Dans le temps et dans l'espace. Cette tranchée, vous ne pouvez pas peut-être l'imaginer, mais cette tranchée, ce n'est pas des machines qui l'ont tranchée. Comme on peut en voir maintenant avec des caterpillars, des marteaux-piqueurs, ou que sais-je encore, quel matériel on peut utiliser pour casser du rocher, pour tailler du rocher, pour pouvoir se frayer un chemin, pour construire des routes, des rails, des ponts, des souterrains, que sais-je encore. Cette tranchée-là, vous avez vu, c'est taillé dans la pierre, une pierre dure, une pierre en granit rouge que vous voyez ici derrière moi et en face de moi. Le rail passe entre les deux. Cette pierre a été taillée par les mains des hommes noirs, africains, qui ont été employés dans le cadre des travaux forcés, sans salaire, sous les fouets. Donc ces travaux ont été effectués grâce aux larmes, à la sueur et au sang de beaucoup de nos ancêtres qui ont été mobilisés dans le cadre des travaux forcés pour construire cette ligne de chemin de fer, ce tronçon qui va de Thiès à Kidira, pour ce qui concerne la partie sénégalaise, et dont la construction a été complètement achevée en 1924. Mais il faut se le dire, les travaux et l'idée de construire des chemins de fer par la puissance coloniale a émergé depuis les années 1880. De 81 à 82 d'ailleurs, si vous vous souvenez très bien, c'est en ce moment qu'a été construit les 264 km qui relient Saint-Louis à Dakar. Ensuite, il y a eu les bretelles de Kaolack qui rejoint le chemin de fer, la ligne de chemin de fer Thiès-Kaï au niveau de Guinguinéo. Il y a les bretelles de Louga, Linguère également, et les bretelles de Touba. Et tout ça, ça s'explique économiquement, socialement et culturellement également. Mais ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est que ces tranchées que vous voyez, ça a été fait de main d'homme, avec des pics, des pioches, avec des marteaux, sous la cravache, sous le fouet, sous le chaud soleil, dur labeur, sans pitié, sans ressentiment. Donc ces chemins de fer, c'est le patrimoine de l'Afrique. L'Afrique l'a construit à la sueur de ses enfants. L'Afrique l'a construit avec le sang de ses enfants. L'Afrique l'a construit avec les larmes de ses enfants. Et les gens qui ont travaillé sur cette
sur ces tranchées. Il n'y en a pas que sur cette tranchée, il y en a plusieurs autres. Rien qu'entre Tambacounda, je dirais peut-être même Kusana, entre Kusana, plus exactement de Malem Niani jusqu'à Kidira, il y en a au moins 6 tranchées comme ça. Il y en a qui sont plus profonds les uns que les autres, mais nous avons pu avoir accès à celui-là parce qu'il est plus accessible, parce que moins boisé, moins herbacé. C'est pourquoi nous avons pu accéder à cette tranchée, sinon il était difficile d'avoir d'autres tranchées beaucoup plus profondes et beaucoup plus longues. Cette tranchée, elle fait à peu près 1 km de long. Cette tranchée-là, elle fait à peu près 1 km de long. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs que ça. Il y en a qui sont plus courts que ça. Mais celui-là, on a pu y avoir accès parce que comme vous pouvez le voir, il est plus dégagé. Il y a moins d'arbres, il y a moins d'herbes. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 3 ans qu'aucun train n'est passé ici. Mais avant ces 3 ans, le train passait de façon irrégulière. Parce que ce train, pratiquement, a cessé de siffler entre Dakar et Bamako. Ce train a cessé de siffler parce que le chemin de fer est à son déclin. Et ce chemin de fer-là, qui a fait le bonheur de la puissance coloniale, à l'époque coloniale, à l'époque de l'Afrique occidentale française, AOF. Ce chemin de fer a fait la richesse de la puissance coloniale française qu'il a construite avec la main-d'œuvre gratuite et forcée des indigènes, ce qu'ils appelaient les indigènes africains. Et ça a servi à évacuer des ressources indispensables à l'économie de la métropole française, à l'économie européenne par ricochet. L'extraction de ces richesses-là, l'essentiel était les ressources arachidières. D'ailleurs, on appelait le chemin de fer à l'époque le chemin de fer de l'arachide. Tellement ce chemin de fer a permis, avec son existence, à favoriser le développement de la culture de l'arachide dans des contrées éloignées, en plus des contrées habituelles qui étaient connues au Sénégal, qu'on appelait le bassin arachidier, la région de Kaolack, Diourbel, Louga, etc. C'est-à-dire le Ndiabour, le Baol et le Saloum, qui étaient vraiment les grandes régions arachidières, le bassin arachidier du Sénégal. Et ce bassin arachidier qui attirait de la main-d'œuvre agricole venant des pays ou des colonies limitrophes du Sénégal, parce qu'à l'époque, le Sénégal n'était pas encore indépendant. Je viens de vous dire que le chemin de fer, sa construction est achevée aux environs de 1924 pour une idée qui a germé depuis les années 1880. Et ça a commencé à se réaliser petit à petit jusqu'à ce que tout soit achevé en 1924. On était encore loin des indépendances qui sont intervenues à l'époque des années 60, 1960. Donc c'était les rails de l'arachide. Étant les rails de l'arachide, le chemin de fer a donc favorisé le développement de cette même culture dans d'autres contrées qui ont été traversées par ce chemin de fer, en descendant du Baol, du Ndiambour, du Saloum, jusque dans le Ndoukoumane, le Niani-Wouli, le Wouli, le Boundou, où nous nous trouvons en ce moment. Dans cette tranchée se trouve en plein cœur du Boundou, et jusque dans la colonie soudanaise qu'on appelle aujourd'hui le Mali indépendant. La culture de l'arachide a été développée à tous ces niveaux-là, avec des niveaux de production différents quand même de ceux qui se produisaient au niveau du Sénégal. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, l'arachide a été l'une des mamelles économiques du Sénégal avec la pêche, avec les côtes poissonneuses du Sénégal, au niveau de l'Atlantique, la côte atlantique, au large de toutes les côtes sénégalaises. C'était des côtes très poissonneuses. Et les 2 plus grandes richesses du Sénégal à l'exportation, c'était l'arachide et le poisson. Et on disait que c'était les 2 mamelles de l'économie sénégalaise. Et ces 2 mamelles de l'économie sénégalaise ont permis au Sénégal d'avoir une prospérité, aussi bien à l'époque coloniale qu'après les indépendances, parce que la même politique d'extraction et d'exportation
a été poursuivi jusqu'à un certain moment donné où on a commencé à développer des unités d'huilerie à travers le Sénégal, notamment au Saloum, dans le Baol, dans le Ndiambour et dans le Cap-Vert au niveau de Dakar surtout. Ce qui fait que autour de ce chemin de fer, toute une civilisation a été créée sous forme de migration de population, de saisonniers travaillant dans les champs, qui venaient des colonies voisines de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Haute-Volta, et plus loin encore, ils venaient tous pour venir travailler la terre au Sénégal, pour produire l'une des grandes richesses du Sénégal, qui est l'arachide. À l'époque, le Sénégal pouvait produire jusqu'à 2 millions de tonnes par an, à l'époque, avec le niveau démographique que le Sénégal avait. Voilà un peu comment ce rail qui a fait la fierté des populations, qui a fait la fierté de la nation sénégalaise, de l'État sénégalais, et qui a alimenté l'économie sénégalaise, l'économie coloniale d'abord, ensuite l'économie du Sénégal indépendant. Ce rail est en train de mourir de petit feu. Et vous savez que ce rail, le colonisateur l'a construit uniquement dans le but de faire sortir les ressources naturelles du Sénégal, les acheminer vers le port de Dakar ou le port de Kaolack pour pouvoir les acheminer vers la métropole. Ce qui explique d'ailleurs que ce chemin de fer, si vous voyez, la gare de Dakar se trouve juste à côté du port de Dakar, avec une bretelle qui entre directement dans le port pour aller servir les bateaux qui accostent sur les quais, pour prendre la marchandise venue par le train et les mettre dans les bateaux pour les expédier en Europe. C'était le même cas également pour le port de Kaolack. Le port de Rufisque également servait à ça. Si vous voyez la proximité du rail avec la côte de Rufisque, vous comprendrez pourquoi donc le rail était tout près de la mer. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour pouvoir faire la jonction entre le chemin de fer et la voie maritime pour l'évacuation des matières premières et surtout la principale matière première qui est l'arachide. Ce qui s'est passé au Sénégal et au Mali, c'est la même chose qui s'est passé en Guinée, c'est la même chose qui s'est passé au Dahomey, c'est la même chose qui s'est passé dans d'autres pays, entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui le Burkina Faso. C'est des lignes de chemin de fer parallèles qui n'avaient d'autre objectif que de faire sortir des ressources naturelles pour les amener vers les ports maritimes afin de les évacuer vers la métropole. Donc il n'y avait aucun objectif d'intégration, sinon il y aurait eu des jonctions entre les différentes lignes de chemin de fer, mais c'est des lignes de chemin de fer parallèles qui n'avaient autre objectif que d'aller puiser les ressources à l'intérieur des territoires pour les amener vers les ports et faire la jonction avec le transport maritime qui les évacuait vers la métropole. Voilà un peu cette politique coloniale qui a vécu avec le chemin de fer. Et quant à l'indépendance, les Sénégalais, comme d'autres pays, ont repris en main le chemin de fer. Ça fonctionnait un temps soit peu, mais après, ça a été négligé au profit de la route. Cela peut se comprendre parce que l'économie sénégalaise a connu des mutations telles qu'il ne s'agissait plus maintenant d'exporter carrément les produits de l'agriculture comme l'arachide, directement l'arachide en coque en métropole. Il s'agit maintenant de les transformer sur place avec des huileries qui ont été installées à Dakar, dans le Baol et ailleurs encore, ce qui fait que les conditions ont changé, de sorte que au niveau du centre-ouest de Dakar, autour de Dakar, la voie routière s'est développée avec le transport automobile, le transport de marchandises par les automobiles s'est développé et cela a commencé à créer la décadence du chemin de fer.
Cela s'explique comme cela, mais est-ce une raison pour que cela se passe comme ça? Tout le monde sait que le chemin de fer contribue beaucoup plus facilement au développement, beaucoup plus que la route. Parce que ce qu'une rame de train peut transporter comme marchandise, c'est 4 fois, 5 fois plus avantageux que d'emprunter la route avec des dizaines de camions. Quand on sait qu'un seul wagon, le plus petit wagon qui soit, peut prendre le chargement de 2 à 3 camions. Et dans une rame de train, de marchandises, on peut aller jusqu'à 30 ou 40 wagons. Peut-être même plus. Ça dépendra du nombre de locomotives qu'on peut mettre. Parce qu'il y a des marchandises où on a 2 locomotives, une locomotive à la tête, une locomotive au milieu ou à la queue, et on peut aller monter jusqu'à près d'une centaine de wagons. Ce qui veut dire que le chemin de fer est plus économique, plus avantageux et plus sûr pour développer l'économie d'un pays. C'est une question de vision, une question de politique ferroviaire qui devrait être menée. Et c'est là où en ce moment que beaucoup de réflexions doivent être menées pour voir est-ce qu'il faut laisser ce chemin de fer mourir comme il est en train de mourir comme ça, parce qu'il est encore vivant ce chemin de fer. Est-ce qu'il faut le faire revivre? Et comment il faut le faire revivre pour le faire davantage participer au dynamisme de l'économie sénégalaise ou de l'économie ouest-africaine? La question reste posée. Nous avons tenté de venir ici pour vous montrer un peu que ce chemin de fer est un patrimoine de l'Afrique, un patrimoine sénégalais, parce qu'il a été construit peut-être avec l'idée du colonisateur, avec l'expertise du colonisateur, mais ça a été construit avec la main-d'œuvre forcée, dans le cadre des travaux forcés, des indigènes, c'est-à-dire donc des Sénégalais, des Africains qui ont contribué. Et ces Africains, on peut en citer des gens qui viennent du Burkina, de la Haute-Volta à l'époque, du Mali, de la Guinée ou d'ailleurs dans la sous-région. On peut citer pêle-mêle les Bambara, les Mossi, les Senoufo, les Samoro, que sais-je encore, beaucoup d'ethnies qui se sont retrouvées ici. Certains sont rentrés, certains sont restés ici, ont eu leur tombe ici, et certains ont eu leur famille ici, qui sont installés, qui sont nationalisés, qui se sont naturalisés après les indépendances. Et tous ces gens-là méritent notre respect. Tous ces gens-là méritent que l'on pense à faire en sorte que ce chemin de fer ne meure pas pour respect de leur mémoire, par respect à leur mémoire, par respect à leur sang versé, à leur sueur versée, aux larmes versées. Et certaines larmes n'ont pas encore séché parce que les parents de ces gens, les descendants de ces personnes-là, souffrent encore le martyre en pensant à ce que tous ces gens qui ont participé aux travaux du chemin de fer ont souffert. Donc nous devons avoir une pensée pieuse pour tous ces gens-là, pour faire en sorte que ce chemin de fer ne meure pas en souvenir de leur mémoire. Et c'est important. Souvenez-vous que même à Tambacounda, tout près ici, quand on vous dit que les rails, c'était les rails de l'arachide, ce rail passait à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Sodefitex. En face de la Sodefitex, ce qui est aujourd'hui la Sodefitex, il y avait une usine de décortiquage d'arachide là-bas, avec un pont bascule. Quand les chargements d'arachide arrivaient, soit par le train ou bien par la route, ils passaient par le pont bascule. Et le pont bascule les pesait, ensuite on les menait dans l'usine de décortiquage. L'usine de décortiquage se chargeait de le décortiquer et les wagons étaient là stationnés. Et il y avait une rampe roulante qui prenait l'arachide décortiqué et les versait dans les wagons qui étaient destinés à ça, pour acheminer l'arachide graine en vrac vers le port de Dakar. Cette usine de décortiquage a disparu, mais des coques qui sont restées sur place, une fois, je me rappelle très bien, j'étais encore jeune, ces coques ont été brûlées, incendiées, et combien d'enfants de Tambacounda ont été infirmes à cause de cette coque qui couvait, sous lequel couvait le feu. Les enfants sont venus s'amuser pour se retrouver emprisonnés, les pieds emprisonnés dans les braises qui se couvaient sous la coque d'arachide. Ça, c'est encore un autre exemple pour vous dire que l'économie de l'arachide avait fait vraiment la prospérité de beaucoup
contrées. Et ce chemin de fer a également contribué à développer toute une économie parallèle avec le passage des trains de voyageurs qui ont contribué à développer l'artisanat, développer l'élevage avec la vente de lait autour des gares ou des haltes de train, développer un certain nombre de commerces également, mais également à contribuer à faire introduire de la marchandise manufacturée venant d'Europe à l'intérieur du territoire sénégalais et du territoire intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce chemin de fer a beaucoup contribué à tout cela. Et c'est un peu pour expliquer tout ça, pour rappeler tout cela à la mémoire des Sénégalais et des Africains que nous sommes venus faire ce petit reportage dans cette tranchée qui a été creusée par la force des bras et à la sueur, avec le sang et les larmes des Africains.